Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes réunis au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. Vous retrouverez tout à l'heure, parce qu'on a deux invités dans l'émission, le premier ou le deuxième, parce qu'il arrivera en deuxième position à l'écoute, c'est l'Emoji Rouge. On en parlera de cet Emoji Rouge avec Gilles Curins, qui est avec nous, présent au Cardinal, avec Julien Philippon, avec Alexandre de Koopman. Et nous aurons d'autres interlocuteurs au téléphone, et notamment Fabien Caillet, rédacteur en chef de Province Course, pour nous en parler. Bref, ce sera le débat du moment. On en parle beaucoup, les émojis rouges au trot. Nous aurons les pronostics avec Alexandre de Koopman concernant les réunions de trot du week-end, et notamment celle de samedi sur les promes de Vincennes. Vous et sans doute Cédric Philippe, ce sera Samy Boisa. Salut Samy. Bonjour Dominique, voilà, bonjour tout le monde. On parlera de la réunion de Saint-Cloud avec des belles listed race, ouais. Notamment. Voilà. Et ainsi, on aura fait notre émission. Mais on va commencer avec notre première invitée. Elle s'appelle Pauline Mingès. On la connaît bien dans le galop, Pauline, puisqu'elle a été cavalière, cavalière, permis d'entraîner. Elle a travaillé dans les écuries. Elle a lancé un site dont on parle beaucoup qui s'appelle Racely. Bonsoir, Pauline Mingès. Bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde. Alors cavalière, permis d'entraîner, double formation juridique, école de commerce, et ce qui vous a valu de travailler notamment dans la comptabilité pour certaines écuries de course. Est-ce que le portrait est plutôt... j'ai pas dit de bêtises. Non, c'est parfaitement ça. C'est exactement ça permet d'avoir plusieurs casquettes dans les courses, il faut être un peu multitâche. Et vous avez, comme beaucoup autour de cette table, comme nous à Radio Balance, vous avez fait le constat que vendre des chevaux de galop, c'était de plus en plus compliqué. Il y a certes les ventes publiques, les ventes de yearling, les ventes de choses à l'entraînement, mais il y a 15 ou 20 ans, on avait beaucoup de courses à réclamer sur les hippodromes. Il y en a malheureusement de moins en moins, et pourtant on a toujours des propriétaires qui sont vendeurs des chevaux qui le font courir. Et vous avez imaginé Racely, qui est un site qui se propose d'acheter et de vendre dès le poteau d'arrivée. J'ai un cheval qui court, pas nécessairement dans une course à réclamer. Je m'inscris sur le site, j'inscris le cheval, et je peux ainsi dire au public, écoutez, celui qui va courir tout à l'heure est à vendre 20, 30, 40, 50 000 euros. C'est ça, hein. C'est tout à fait ça, oui. Alors, il y a 15-25 ans, je ne sais pas, je n'étais pas encore dans le milieu, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait 10 ans, j'ai eu des écuries de groupe, j'ai beaucoup acheté à réclamer pour ces écuries de groupe. Et vous parliez de difficultés pour vendre, mais moi, aujourd'hui, je fais aussi face à des difficultés pour acheter. Ça va dans les deux sens. Et c'est comme ça qu'est venu le concept Racely, en me disant pourquoi se limiter au réclamé. Et on a imaginé avec le webmaster un site qui puisse faire de chaque course un réclamé. Donc en effet, maintenant vous êtes plus limité quand vous voulez vendre. C'est jamais les bonnes conditions pour mettre en valeur votre cheval pour trouver un réclamé. Et là au moins vous trouvez la bonne course pour votre cheval. Un handicap, une course à condition, et j'organise une vente spécialement pour votre cheval comme un réclamé, juste à l'issue de la course. Il y a 15 minutes d'offre en ligne, la meilleure offre l'emporte. C'est vous qui choisissez librement le prix de départ, vous n'êtes pas bloqué par des taux de réclamation. Et ensuite, après un virement instantané, la personne repart directement avec le cheval. On a essayé de garder de la rapidité et la simplicité du réclamé. Alors c'est toujours un système d'enchères, hein, comme une vente publique et surtout comme une course à réclamer. Et c'est éventuellement peut-être beaucoup plus fluide et on n'est pas obligé de courir à réclamer justement pour vendre son cheval. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Alors après, moi je ne suis pas commissaire-priseur, donc ce ne sont pas des enchères, ce sont des offres. Je mets en relation l'acheteur et le vendeur. Ils sont tous au préalable agréés, enregistrés sur France Gallo. Le vendeur maîtrise totalement sa vente, c'est-à-dire qu'il voit, il n'y a rien de caché, il voit les offres au fur et à mesure évoluer, il a la possibilité de faire une offre supérieure pour racheter, et à la fin c'est lui qui maîtrise la vente, c'est lui qui va aller valider soit la meilleure offre, soit son offre à lui.
s'il voulait garder son cheval. On n'est plus sur un système eBay que sur une vente aux enchères classique, comme vous le disiez, avec un Voilà. commissaire-priseur. Financièrement, ça se passe comment? L'inscription du cheval est gratuite? C'est le vendeur? L'inscription est gratuite, on perd rien à essayer. En plus, contrairement à un réclamé, on peut imaginer que ça peut un peu dévaloriser si on voit que le cheval a été mis à réclamer. Là, c'est complètement neutre, gratuit du coup à l'inscription, et il y a 6% de prélevé sur le montant de la vente auprès du vendeur. C'est-à-dire que quand vous faites une offre, c'est une offre TTC nette pour l'acheteur. D'accord, c'est une offre net acheteur. Hein, si c'est 10 000, c'est 10 000 et c'est le vendeur qui va payer les 6%, c'est ça l'idée. Exactement, et comme un réclamé, la TVA applicable à chaque propriétaire-vendeur est ensuite faite. Selon son statut fiscal, bien sûr. Exactement. Pauline, Raisli a 2 ou 3 mois d'existence. Quel bilan tirez-vous de ces premiers mois d'activité? Et aujourd'hui, je tire en effet le bilan à peu près de ce dont vous parliez, c'est-à-dire que beaucoup de personnes intéressées pour mettre leurs chevaux à la vente. Ça, c'est assez dynamique. Une dizaine de ventes déjà organisées. Après, maintenant, c'est dans les courses, il faut le temps que l'idée fasse son chemin. On n'aime pas trop le changement. Donc, faut le temps que les gens comprennent qu'on ce soit une nouvelle façon d'acheter son cheval. Et après, c'est comme un réclamé. Dans un réclamé, il y a une dizaine de chevaux à vendre. Les 10 ne sont malheureusement ou heureusement pas vendus. Il faut que le cheval fasse envie, qu'il soit au bon prix. Donc voilà, souvent, dans des courses à réclamer, il y a 1, 2, 3 chevaux qui sont vendus. Donc là, quand on organise une course pour un cheval, le ratio n'est pas toujours à 100%. Donc voilà, il faut être patient et ça va rentrer dans les mentalités. Est-ce que vous avez est-ce qu'il existe à l'étranger, en Angleterre, à Hong Kong peut-être, en Australie, aux États-Unis, ce genre de site déjà? Écoutez, pas à ma connaissance. Donc c'est vraiment une idée, Pauline Mingès, quoi. Après, c'est un peu le principe, moi j'avais pas connu ça, mais je crois que c'est un peu le principe des courses qu'on appelait des courses mixtes, où je crois à l'époque on pouvait ou non mettre son cheval dans la course à vendre, et il y avait un avantage de poids dans ces cas-là. Mais en tout cas, un site internet externe, non, ça. On n'avait pas, connais pas. à l'époque dont vous parlez, on n'avait pas d'outils digitaux comme on peut en disposer aujourd'hui, grâce à l'internet notamment. Raisli, racely.fr. C'est sur internet, c'est gratuit, on peut s'inscrire et puis on peut peut-être faire de bonnes affaires puisque tous les jours on a des chevaux à vendre avec le calendrier, telle course si vous voulez l'acheter. Écoutez, faites une offre. Merci Pauline Mingès d'être passée par Radio Balance. Et puis, longue vie à Raisli, racely.fr, c'est sur internet. Merci Pauline. Super, merci. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur internet et mobile. Et après Pauline Mingès, c'est Raisli. Allez faire un tour sur Raisli. On va maintenant parler il ne va pas parler parce qu'il a sans doute rien à dire. Avec notre deuxième invité, l'Emoji Rouge, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. C'est normal, on est à une période charnière. Le meeting d'hiver de Vincennes n'est pas encore véritablement lancé. Et beaucoup de chevaux tournent en province avec un Emoji Rouge pour préparer justement ce meeting. On a vu la réunion de Laval samedi dernier, la réunion de la Toussaint avec énormément de rouge dans les programmes. On a vu pareil pour la réunion du Grand National du Trot, c'était à Nantes ce mercredi. Pratiquement sur certaines courses, plus du tiers des partants affublés d'un Emoji rouge. Les parieurs ne s'y retrouvent pas dans les rapports. Pas nécessairement, ils ne sont pas nécessairement contre les rouges, qui les renseignent quand même, mais quand vous avez 16 partants avec 8 émojis rouges, eh bien ça fait finalement des quintés à 8 ou à 9. Et tout le monde s'en plaint. Avec nous pour en parler, Fabien Caillet, directeur de Province Course et d'H24. Et Fabien, vous allez m'aider à poser le problème avec des datas que vous avez récupérées. Vous avez d'ailleurs signé dans H24 à ce sujet-là un bel article cette semaine. Oui, bonjour Dominique, bonjour à tous, merci de me donner la parole. En effet, c'est un sujet que je trouve vraiment très intéressant parce qu'il pose énormément de questions avec un totem et avec une boussole que vous avez souvent dans Radio Balance, et je pense que vous avez tout à fait raison. C'est la boussole du parieur, celle du client, puisque finalement tout ça est fait pour un client, c'est le parieur, et c'est très important d'avoir tout ça toujours en tête.
Et ces emojis rouges ou ces emojis tout court ont été bien créés pour ce client, pour le parieur, pour lui permettre d'avoir une information en provenance des entraîneurs qui ne s'expriment non pas sur les chances à proprement parler, mais sur le nombre d'éléments qui sont réunis ou pas pour pouvoir faire une bonne performance. Et comme vous l'avez dit très justement dans l'introduction, nous avons donc connu là une période très particulière. C'est une période très particulière, c'est très conjoncturel, mais c'est là qu'il faut savoir si c'est conjoncturel ou si c'est devenu systémique. Et vos invités auront l'occasion d'en débattre. Mais nous avons en cette période de début de meeting d'hiver, donc on est aux prémices, deux cas là qui font vraiment école sur les derniers jours. Nous avons eu samedi et mercredi à 2 quintés cumulés, en total 13 emojis rouges cumulés pour des quintés qui, au bout du compte, nous ont donné des rapports dans l'ordre de 382 € au PMU et de 1060 € pour 2 €. Les bonus ont été totalement ridicules puisqu'ils ont proposé 1,10 chacun et puis les désordres 2,4 contre 1 et 6 contre 1. Donc c'est totalement ridicule. Les chiffres que je peux vous donner, puisque j'ai demandé à pouvoir avoir accès à un certain nombre de chiffres au niveau des emojis, ça a été difficile, je les ai reçus jeudi soir très tard, mais il y en a un qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui consistant à faire l'analyse sur un an de quintet au trot. Donc il faut savoir que sur un an de quintet au trot, 430 entraîneurs différents ayant eu au moins un partant dans un quintet, donc 105 de ces 430 ont mis au moins un emoji rouge. 105 au moins un emoji rouge. Et savez-vous combien ont fait l'arrivée du quintet? Au total, seulement 3 chevaux. Donc, je pense Donc qu'il c'est est une véritable information. et très important de dire que finalement, le système de l'emoji rouge est fiable pour le parieur et c'est bien tout son objet. C'est-à-dire qu'il donne une information fiable. Mais le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs et c'est là que ça sera intéressant d'en débattre. Le problème est dans l'abus du rouge. C'est pas vous qui allez me contredire, Dominique. Un peu de rouge, ça va. Trop de rouge, bonjour les dégâts. Et il faut donc maintenant s'intéresser à savoir s'il n'y a pas une sorte de dévoiement de l'utilisation de l'emoji rouge. Et puis surtout, pourquoi pas trouver des solutions. Mais les solutions ne sont pas si simples. Et c'est pour ça que c'est un sujet extrêmement intéressant. Parce que tous les anathèmes qui peuvent être sortis de façon un peu facile ont tous une contrepartie, ont tous un contre-argument. Et c'est là que le débat fait rage. Et donc d'autant plus intéressant. Et je suis sûr qu'il le sera dans votre belle émission. Ah ben voilà, super. Merci Fabien Caillé pour ces informations. C'était la première grande innovation de la mandature, en début de mandature de Jean-Pierre Barjon. Vous étiez l'un des plus fervents partisans de ce renseignement parieur. Vert, ça roule. Orange, c'est moyen, mais ça peut se placer. Et rouge, il ne faut pas y toucher. Gilles Curin, ça vous la parole. Oui, tout à fait. J'étais un des premiers à défendre ça. J'allais même personnellement voir les entraîneurs en leur demandant de jouer le jeu au maximum. Ça a été facile de les convaincre ou il y avait quand même beaucoup de résistance? Non, il y avait pas mal de résistance, même beaucoup. Et puis il y en a toujours qui ont résisté. J'ai adoré l'analyse de Fabien. Et si ça se trouve, sur ces 3 émojis rouges qui ont fait l'arrivée, c'était peut-être ceux qui sont fâchés avec l'institution. Oui, on ne va pas dire leur nom, mais on les connaît. Voilà. Certains se sont calmés d'ailleurs. On se souvient de Junior Gelpa qu'on salue, qui mettait des rouges et qui à un moment donné est revenu. Cyril Rimbaud mettait des rouges beaucoup, il est revenu. Toujours, non, non, peut-être pas, il en a 2 demain dans le 7-5. Pascal Godet, avec qui j'ai discuté il y a 3 jours aux ventes, mais toujours des rouges, donc on va dire que c'est peut-être ceux-là qui ont fait l'arrivée. Mais bon, le problème n'est pas là, je suis d'accord, le système il est fiable. Comme vous disiez, Dominique, j'étais un des premiers à être dans le mouvement, j'ai essayé de convaincre les gens, les entraîneurs, et aujourd'hui, je m'aperçois que finalement, je pense que même intimement, je suis convaincu qu'il va falloir arrêter ça. Parce que vous êtes pour l'arrêt des rouges, des verts et des jaunes. Pour l'arrêt du rouge. Je constate finalement qu'en 5-6 ans, si on enlève Thierry Duval-Destin, Pierre Lévesque, Philippe Allaire, Sébastien Garato, Franck Pellereau, enfin les gens qui sont au conseil d'administration ou au comité, plus Philippe Allaire, Garato et quelques-uns. Même Laurent Abrivard, qui fait quand même partie, qui est quand même l'entraîneur du président, il met des émojis jaunes pour son crack là. Voilà, il se fétiche, on va dire. Ça c'est humain. Pas pour mettre.
Laurent, c'est pas pour mettre les gens dans le mur, mais c'est pour vous dire, il met jaune, donc finalement, on a pu vraiment. Alors, j'étais à Nantes mercredi, j'ai vu un entraîneur dans la dernière course, il avait 2 partants. Je suis allé le voir en lui disant mais t'as une chance. Il m'a dit non, mais je lui ai dit pourquoi t'as mis du orange. Il m'a dit tu comprends, il y avait déjà tellement de rouge quand j'ai engagé mes chevaux que je voulais pas en plus en rajouter que ça fasse polémique. C'est-à-dire qu'il a eu peur de rajouter du rouge au rouge. C'est pas une bonne nouvelle ce que vous me dites, parce que moi je pense que rouge, vert et jaune c'est absolument indispensable. Ça renseigne et on ne peut pas reprocher à la société d'être transparente avec, comme le disait Fabien Caillet, ses clients. On ne parle pas de parieurs, on parle de clients. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Julien Philippon? Il faudrait peut-être en finir avec ce système du vert, du rouge et du orange. Alors, j'en parle d'autant plus librement que mon avis a évolué au fur et à mesure du temps. Quand on a créé les emojis, j'ai pensé que c'était effectivement un très bon renseignement, mais ça me fait penser, si vous voulez, à un radar dont on mettrait une limite à 50 km/h, et parce qu'on prendrait trop de gens à 70, on dirait tiens, on va mettre la limite à 80. Donc en fait, au lieu de se dire on a un code qui fonctionne bien, où tout va bien, on a créé un outil pour détourner le code et l'objectif que doivent être les courses de chevaux, pour dédouaner, en fait, en gros, pour autoriser le fait de pouvoir faire le tour librement, sans risquer une sanction. C'est contraire au code. À l'époque. Alors maintenant, revenir en arrière sur les emojis, ça voudrait dire quelque part qu'on n'est pas capable de se mettre autour de la table entre les politiques, les acteurs, et de dire voilà, on est capable de faire le constat que ça ne va pas, on est en train de dévoyer ce qu'on souhaitait faire, et on emmène en fait les parieurs à de plus en plus se désintéresser du produit. Remettons-nous autour de la table tous ensemble, trouvons une solution qui soit acceptable pour tous les partis dans le but de reconvaincre les parieurs. À un moment, comme je vous dis, on ne peut pas demander à ce que les allocations se maintiennent, que les enjeux et n'être capable de faire absolument aucune concession. On ne peut pas se contenter de dire c'est comme ça. Et pour moi, retirer les emojis, ça voudrait dire que du coup, on continue d'accepter qu'il y ait autant de chevaux qui se présentent sur le champ de course sans aucune espèce de chance ou sans aucune espèce d'intention de prendre une allocation. Ça voudrait encore une fois dire qu'on tournerait autour du pot sans régler le problème, sans essayer d'avoir quelque chose qui avance vraiment plus vers la philosophie. Alexandre de Koopman, est-ce que le problème ne vient pas du programme? J'écoutais Patrick David, qui est président de la région Ouest, je crois, et qui a pris la parole justement avant la réunion de Nantes. Parce que le président de Nantes était très chagriné par le fait que dans sa réunion, justement, il y avait beaucoup d'émojis rouges. Et Patrick David a exprimé la position du trot, à savoir on ne touche pas aux émojis, en revanche, on va quand même toucher aux conditions de course, parce que c'est sans doute là que le bas blesse. Est-ce qu'il y a lieu, et notamment pour les étapes du Grand National du Trot de fin de saison, on a vu celle de Nantes ce mercredi, on aura dans 15 jours celle de Rouen-Mocanchi, ça risque d'être la même limonade. Est-ce qu'il y a lieu d'inscrire dans les conditions de course des choses beaucoup plus restrictives, d'interdire par exemple aux chevaux qui font leur rentrée de 3, de 4 ou de 6 mois la course, d'interdire aux spécialistes du trot monté de venir faire le tour à l'attelé, on va le dire, on le voit bien, quand vous voyez MMMM dans une course d'un certain niveau à l'attelé, vous ne le jouez pas, ou éventuellement, pourquoi pas, de reprendre dans le cadre d'un GNT, de donner une priorité de participation aux chevaux les mieux classés plutôt qu'à ceux qui viennent là juste pour avoir une chance d'être alignés en finale. Dominique, à partir de la 4e étape ou 5e étape, je ne me souviens plus exactement, il y a déjà une priorité de participation pour les 3 premiers du classement. Alexandre de Koopman, à vérifier. Est-ce que justement de renforcer les restrictions d'engagement dans certaines courses peut être la solution au fait qu'on pourrait avoir moins de rouge? Oui, pourquoi pas, Dominique, mais le problème qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire que le GNT, c'était une course pas comme les autres, avec une allocation qui est quand même conséquente. Maintenant, ces chevaux-là, ils ont des courses comme ça toutes les 2 semaines à Vincennes, avec peut-être un peu moins de 80 000, mais vous avez des prix de 70 000, 65 000. Donc le cheval maintenant qui court le GNT ou qui court un quintet à Vincennes, ça lui change pas sa vie. Donc le GNT, en fait,
n'est plus aussi attirant parce que le programme fait qu'il y a une multitude de courses que ces chevaux-là peuvent courir. Donc si on peut évidemment mettre pourquoi pas des règles plus fortes pour le GNT, mais le problème va se reproduire dans d'autres quintés. Il y a des chevaux qui vont courir qui malheureusement sont en phase de préparation. J'ai envie de dire, depuis que je regarde les courses, ça a toujours été comme ça. Juste aujourd'hui, les gens, on les a trop informés. Je pense que c'est une bonne chose. On a donné les déferrages, on donne les plaquages. Maintenant, on donne les émojis. Je pense que c'est toutes des choses qui ont été intéressantes pour le parieur. Parce que si on a fait ça, et je pense on dit assez souvent dans Radio Balance, c'est pour le parieur. Et là, aujourd'hui, on se dit que tout ce qu'on a fait, finalement, c'est contre-productif. Parce qu'au trot, tout ce qu'on a amené aujourd'hui nous ramène des rapports trop faibles. C'est bien de ça qu'on parle, en fait. Si le même quintet, on l'avait couru à Laval, il y a 20 ans, on n'aurait pas eu les déférés, on n'aurait pas eu les émojis, et on aurait eu forcément des petits parieurs qui se seraient certainement trompés sur certaines candidatures. Et Alexandre, juste je te fais une digression. Est-ce que tu es certain que ça peut nourrir? Est-ce que pour toi, autant de chevaux se présentaient il y a 20 ans avec aucune espèce d'ambition de prendre aucune espèce d'allocation? Je pense, sauf qu'on ne le savait pas en fait. Moi, je pense pas. Parce que moi, j'ai réétudié 2-3 turcs, j'ai pas du tout cette sensation. Ouais, moi non plus, je suis de l'avis de Julien. Après, évidemment, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de courses. C'est le même problème que je disais par rapport au GNT et aux courses qu'on a à Vincennes avant. Ces chevaux-là, ils avaient beaucoup moins de courses à leur disposition, donc forcément, ils couraient, j'ai envie de dire, toujours à fond. Aujourd'hui, ils en ont beaucoup plus. Donc forcément, ils sont tentés de temps en temps préparer pour des courses plus faciles. Moi, je comprends l'entraîneur qui dit aujourd'hui, j'engage mon cheval. Avant le coup, j'ai une bonne chance. Finalement, déclaration des partants. Aujourd'hui, je me dis, si je suis 7e, c'est bien. Donc, l'entraîneur ou le professionnel va se dire, je vais pas grigner un déterrage. Parce qu'aujourd'hui, on a mis une règle en place, on ne peut pas déterrer toute l'année. Il dit, aujourd'hui, je vais pas déterrer mon cheval. Donc, il va courir. Mais Alex, je pense que tout le monde le comprend. Je pense que tout le monde le comprend, Alex. C'est pas vraiment le sujet, c'est de savoir. Justement, à l'ère de la toute info, du tout visible, tout disponible, est-ce qu'il n'y a pas une forme de dévoiement, effectivement, de cette information? Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout d'un système et d'une bonne idée qui peut-être se transformer en ce moment comme une fausse bonne idée, mais c'est peut-être conjoncturel également. Mais on comprend, l'entraîneur, tu as tout à fait raison de préciser, moi je suis d'accord avec toi pour dire qu'on comprend l'entraîneur qui va peut-être faire petit parcours et qui se sent d'autant plus légitime pour le faire qu'il a prévenu grâce à cet émoji rouge. Ce qui est dans ce sens-là quelque chose d'extrêmement vertueux. Et puis il y a le revers de la médaille. Après, est-ce que le code des courses c'est pas une fumisterie tout simplement? Parce que dans toutes les disciplines, on le voit bien, on regarde les handicaps au galop. Un cheval qui a gagné 2 handicaps au galop et qui a plus du tout de marge, il est obligé de courir pour redescendre en valeur. Donc, le cheval, on sait très bien, il court pour faire baisser sa valeur. Mais c'est l'essence même des handicaps. Je vois en obstacle, les bons chevaux qui courent, on entend les entraîneurs après la course dire mon cheval, il était à 70%, donc aujourd'hui, je n'ai pas couru à fond. Parce que mon cheval n'est pas assez prêt, il est obligé de courir plusieurs fois pour être prêt pour l'objectif. Je pense que ça a toujours été comme ça. Juste aujourd'hui, au trot, les gens sont trop informés parce qu'on leur a donné trop d'informations. Et moi, je pense que c'est très bien. Mais on a le revers de la médaille, comme vous dites, avec des rapports qui sont faméliques. Alors après, je ne sais pas, aujourd'hui, si les parieurs, ils préfèrent toucher des petits rapports au trot que d'avoir des 1200 mètres à Fontainebleau où ils vont peut-être perdre 10 fois d'affilée. Je ne sais pas, moi, j'aurais aimé savoir vraiment ce qu'eux, ils veulent déjà, avant de pouvoir avancer sur ce débat-là. De toute façon, ce n'est pas simple, évidemment. Mais aujourd'hui, je pense qu'on en est là. On a donné beaucoup d'informations, c'est bien, et aujourd'hui, on a ces problèmes de rapport. On a le revers Après, sur le problème des entraîneurs qui préparent leurs chevaux dans ce genre de course, oui, ça, c'est évident. Mais après, est-ce qu'il prépare? Ça veut dire qu'il défère pas son cheval et il dit « je suis pas compétitif ». Pour moi, c'est différent d'un cheval qui fait vraiment le tour, c'est-à-dire qu'on tire dessus pour ne pas faire l'arrivée. C'est différent. Entre le fait de faire des rentrées et des chevaux pas prêts. Julien, oui, Curins. Parce que là, on parle des quintés, mais dans ces réunions-là, en ce moment, il y a souvent l'Open des régions.
Et dans l'Open des régions, c'est pire. On arrive à avoir 8, 9 émojis rouges dans la course. Oui, parce qu'on me dit, on prépare la finale à Vincennes. Que ce soit, j'en ai couru une à Rambouillet avec un cheval qui s'appelle l'Ordus. Il y avait 9 émojis rouges dans la course. Bon, c'était Rambouillet, c'était Vous aviez mis un rouge ou un vert? J'avais mis un jaune. Et vous avez gagné? Non, je suis 3e. Voilà. Je suis 3e parce que ceux qui sont derrière... J'ai bien aimé le tweet de Kevin Romain là, qui a dit qu'il avait vu l'étape de Nantes. C'est le Tour de France en fait, le GNT. Oui. Et en fait, il y avait le groupe Eto. Le groupe Eto, c'est ceux qui s'en vont, qui s'intéressent, et les autres qui sont à la queue. Il y avait 2 pelotons et dont il y avait le groupe Eto. Donc ça, il faut que ça cesse quand même parce que vis-à-vis des. Mais justement, dans des courses comme celle-là, est-ce qu'on peut pas, parce que quand on met un rouge, le rouge devient rédhibitoire. Est-ce que lorsqu'on court avec un rouge, on prend souvent la place d'un cheval qu'on va éliminer, alors que lui, il aurait une belle chance. Mais bien sûr, moi je vois l'Open des régions je vais parler de Sude-Mêlée-du-Maine parce que non, c'était Angers, je crois. J'ai fait les deux, oui, c'était Angers. Si vous regardez une course à Angers, il y avait 9 émojis rouges, je crois, dans la course. Et il y a des chevaux dans la course qui ont été éliminés, qui sont des chevaux régionaux, mais qui ont été éliminés au premier poteau. Et parce que il y avait des chevaux au second poteau qui. Le problème, Gilles, c'est qu'on peut pas, malheureusement, si jamais on disait on fait une règle de priorité pour ceux qui sont pas rouges, évidemment, les mecs se mettraient plus en émoji rouge. Ah bah ça, oui. On est quand même d'accord là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est une rigolade. Enfin, ça, c'est. Oui, voilà. Il mettra orange, c'est à coup sûr. Non. Pour aller plus loin, je vous ai proposé. Enfin, j'ai fait aussi l'analyse sur les chiffres, puisqu'on parle toujours en fonction de notre boussole des parieurs. Il faut savoir que lors de la réunion de Nantes, 7 des 8 couplets gagnants, donc on est bien d'accord, ici on parle entre gens qui savent, donc sans ordre, et que les 2 premiers, 7 des 8 couplets gagnants de la réunion ont payé plus cher que le quintet désordre. 5 chevaux, les 5 premiers d'une course, ont payé, le rapport a moins payé 7 fois sur 8 que le couplet gagnant de toute la réunion. Alors qu'à Nantes, il fait 12 € quand même le couplet dans les ordres. Bien sûr qu'il y a certainement un déplacement vers d'autres paris de surcroît, alors que le quintet devrait être celui qui doit rapporter le plus à la filière. Donc c'est pour ça que c'est un problème. C'est pour ça que c'est un problème dans les quintets en particulier, de savoir qu'on a 6, 7, 8 chevaux qui ne vont pas vraiment faire course dès lors qu'ils sont affublés d'un émoji rouge. Quand même, ça a pas fait... Julien, j'aimerais rebondir un peu avant par rapport à ce que vient de dire Fabien Caillé. Julien, lorsqu'on a mis en place au trot les rouges, les verts et les oranges, on attendait de voir ça au galop, parce qu'on serait quand même au galop, permettez-moi de vous le dire, on serait quand même bien aidé d'avoir du rouge, du vert et du orange dans vos courses. Mais on serait surtout bien dans la merde, parce que c'est compliqué, parce que ça veut dire... Moi je vais essayer j'essaie de me mettre au milieu. J'ai autant de passion pour le trot que pour le galop. Mais quand j'entends ah oui, mais au galop pour le handicap, mais franchement, je pense qu'il y a, en toute honnêteté, pour 50 chevaux au trot qui vont en n'essayant absolument pas de prendre une allocation, je pense qu'à l'heure actuelle, il y en a un au galop. Là où je rejoins Alexandre, c'est qu'effectivement, un cheval qui a gagné 2 handicaps, qui était en 30, qui est passé en 37, il va courir, mais il va pas courir en tirant dessus pour s'empêcher de faire l'arrivée. Si malgré tout ce cheval-là peut en 37 être 4e d'un quintet et prendre l'allocation, il va la prendre. C'est pas du tout la même philosophie qui est en train de qu'on voit au trot, où vraiment, je vous dis, si dit dérober, le 11e, il coulerait en dedans pour dérober avec. Et juste, je voulais relancer ce que je voulais dire au moment où vous m'avez posé la question, Dominique. Il y a une chose quand même qui m'a... Le quintet au galop, si vous demandez à France Gallo, il y a des choses de bien dans les 2 disciplines, des choses mauvaises. Mais par exemple, le quintet au galop, il est systématiquement, c'est-à-dire que là, je peux vous dire, le 20 août, c'est 7 courses qui sera retenue, le 20 août 2026, c'est 7 courses qui sera retenue pour le quintet. Est-ce que d'avoir autant de courses non protégées, c'est-à-dire, est-ce qu'au trot, on protège, on ne pourrait pas dire que, voilà, au moins pour le quintet, la course qu'on souhaite faire quintet, elle a une allocation qui est un peu surélevée pour que ça devienne vraiment l'objectif ultime pour tous les chevaux, et surtout les 15 jours précédents, par rapport à ce que disait Alexandre tout à l'heure, on protège vraiment les courses qui peuvent mener sur celle-ci, afin vraiment d'avoir un peloton qui va rouler. Là, on a des courses, c'est choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4, choix numéro 5. On a 5 courses qui sont, entre guillemets, quintéables, quoi. Est-ce que c'est viable dans le temps au trot ? On est obligé de faire ça.
Et comment nous, au galop, Gilles, comment tu m'expliques que nous, on réussit 100% des quintés en plat, pas en obstacle parfois, mais 100% des quintés sont réussis en 2025 sur la course choisie un an avant et que vous n'y arrivez pas au trot, parce que c'est vous êtes des obligé de faire handicaps, 5 choix possibles. Parce que c'est handicap. Si tu prenais les courses à condition au galop, certainement que tu te gratterais la tête. Là, on en choisit 5. Pourquoi ? Parce que tu sais bien comment ça se passe. Tu étais dans la cellule, je crois. Tu sais bien comment ça se passe. La belle course, par exemple, Prix des Cévennes, mince, ils sont 12, on ne peut pas le faire. Une autre course, mince, ils vont être 11, on ne va pas pouvoir le faire. Donc, en fait, on a des routes. Mais par rapport à ce que disait Alexandre, Gilles, est-ce que tu crois que la course qu'on voudrait mettre au niveau quintet, est-ce qu'on la protège assez ? Moi, je suis très sensible à ce que dit Alexandre quand il dit il y a 20 ans, ces chevaux-là avaient peut-être moins de courses à courir. Est-ce qu'on protège bien la course du quintet ? C'est ça que je voudrais. Peut-être. Ouais, c'est compliqué. C'est sûr que non, parce que je te dis, tu regardes les programmes des courses, même en province maintenant des chevaux. Ils ont des super courses. Ils en avaient déjà avant. Tant mieux. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le quintet, qui devrait être la course phare, en fait, n'est plus quelque chose de prisé parce que les chevaux peuvent courir. Voilà, le cheval il peut avoir demain la course à Laval, il peut avoir la même à Marseille-Borelli, à Toulouse et à Vincennes. Alors évidemment, il y aura un écart de gain quand même, mais qui reste assez faible. Non, mais il y avait quand même il y a 20 ans, il y avait quand même des courses. Ce sont les temps modernes aussi, c'est-à-dire que effectivement. Il y a 20 ans, il y avait le GNT, il y avait aussi le meeting d'hiver, et aussi avec les. De fait, aujourd'hui, on voit des pros s'intéresser aux programmes de toutes les réunions dans toutes les régions. Ils sont tellement mobiles et tellement disponibles qu'effectivement, on peut les voir partout. Voilà. Écoutez. Il faut s'adapter aussi à l'ère du temps dans lequel nous vivons. Le fait est que. Mais est-ce que réellement on peut continuer comme ça ? Enfin, c'est ça ma question. C'est est-ce qu'on peut avoir le nez sur un problème aussi important ? Tout le monde est d'accord. C'est pour ça il y a la solution extrême de Gilles. C'est pour ça que moi, ma solution, ça serait d'arrêter. Mais ça non, va surprendre. Mais arrêter, c'est une faiblesse, Gilles. Ça voudrait dire qu'en fait, on admet que les gens continuent à venir faire le tour sans aucune chance, mais on va envoyer comme message aux parieurs qu'on leur retire le message pour garder notre petite information entre initiés. C'est ça le message qu'on veut véhiculer. Voilà. Je peux pas le croire, quoi. Quelle est la solution selon vous, Fabien ? Alors, je me garderais bien de dire ça. Je pense qu'il y a déjà un début, alors m'excusez, mais c'est une façon de voir, c'est qu'il y a déjà une importance de prise de conscience. Je pense que de toute façon, si on se bat dès qu'on réfléchit à tout ça, c'est pour maintenir les allocations, c'est pour que le parieur soit content, que le parieur continue à s'amuser, parce que là, je vois pas comment le parieur peut être content à avoir un espoir de gain que je vous ai annoncé tout à l'heure. Trouver les 5 premiers dans le désordre, tu touches 35 €. Il faut arrêter, il faut absolument que le PMU se penche sur ce sujet-là. Il faut que le PMU se penche sur le sujet. Le bonus ne fait que du recyclage. Le recyclage du macro, et c'est un très mauvais sujet. Le sujet, à mon avis, c'est un très mauvais vecteur d'enjeu. Donc, il faut surtout réfléchir à ça du côté du PMU, que le PMU se prenne vraiment en main ce genre de questions. En ce qui concerne l'organisation, je pense qu'il faut une prise de conscience de la part des professionnels ne pas être trop gourmand en émojis rouges, de les utiliser à bon escient, de faire attention effectivement à l'effet pervers, au moins commencer par là, et si on voit que ça ne progresse pas, parce que tout ça est fait pour eux finalement, hein. Tout ça est fait pour qu'on continue à avoir quand même des ressources pour la filière. Juste Fabien, juste une seconde. Ta reco, ça serait de dire aux pros, arrêtez, mettez moins d'émojis rouges, ou à bon escient comme tu le dis, mais faites le tour quand même. Non, première étape, prise de conscience, et c'est là où les médias jouent un rôle. Et Radio Balance en fait partie, et je sais que ça va sortir aussi un peu ailleurs, puisque ça a vraiment fait le buzz toute la semaine. Voilà, donc nous on en parle dans 24 € trop, ça va en parler dans Paris Turf, j'en ai la certitude, mon petit doigt me l'a dit. Donc au moins, en faire un sujet d'actualité, en faire un sujet de débat, sensibiliser les professionnels aux problèmes, c'est quand même déjà une première étape qui me semble importante. Et c'est quoi sensibiliser ? C'est dire, écoutez, peut-être qu'on est allé un peu trop loin dans la capacité à admettre le fait que vous pouviez faire le tour en étant, en tout cas, préparé en course, tout en étant dédouané par votre émoji rouge. On va peut-être être un peu plus sévère, mais on n'est pas sévère dès le début. On commence pas par la répression, on commence au moins par une information et par une sensibilisation.
Parce que je sais que les professionnels sont capables, quand on leur explique, de comprendre ces choses-là. Bien sûr qu'ils vont le comprendre. Surtout si on parle de ce qui est important, c'est le portefeuille. Et si on leur explique que là, on est dans une potentielle tournure négative des choses, ils vont le comprendre. Alors effectivement, si derrière ça continue et qu'il n'y a pas de réaction par ailleurs non plus sur le choix de la course, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Je pense que c'est l'addition d'un certain nombre de recettes qui nous permettront d'arriver. L'abolition des emojis, Gilles, je ne te suis pas du tout. Je pense que c'est une catastrophe en termes de communication, en termes d'image. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Après, continuer sans rien faire, là aussi, vous savez très bien que je ne vais jamais vous dire qu'il ne faut rien faire. Mais il ne faut pas être trop brutal non plus. Et voilà, c'est l'addition d'un certain nombre de petites recettes, d'après moi. Bon, comme prévu, ni Fabien, ni Julien, ni Alexandre, ni moi n'avons la solution. Merci Fabien Caillé d'avoir pris de votre temps de trajet pour nous donner ces petites statistiques bien utiles. Julien Philippon, vous restez avec nous parce que vous avez des choses à nous dire sur le PMU. Alexandre de Koopman, Gilles, bien évidemment, est avec nous au Cardinal. Alexandre de Koopman, un mot à ajouter sur ce problème. Après, est-ce le problème n'est pas aussi que le Quintet est un jeu qui est mort, tout simplement? Est-ce qu'il ne faut pas se l'avouer aujourd'hui? Ça, c'est un autre débat. À la semaine prochaine, tiens. Le Quintet, le Super Top 5, mort ou pas mort? C'est ça la question. Après, à voir, mais moi, j'ai l'impression que ce jeu a du mal à se redresser. Donc, ou alors, est-ce qu'il ne fallait pas faire aussi, comme j'avais déjà recommandé, faire une vraie cellule par rapport à ces courses-là et de se dire, aujourd'hui, quelqu'un qui sait faire le papier d'une course, il dit non, cette course-là, on va pas la choisir parce que en fait, elle est trop facile. Exactement, mais c'est pour ça que dans ces cas-là, il faut trouver l'entre-deux. Que chaque jour, il y a une cellule qui se penche, se dit aujourd'hui, j'ai une épreuve intéressante au trot, c'est celle-là. Il y a eu la moitié. Demain, j'aurai une épreuve intéressante au galop, c'est celle-là, où je peux trouver des rapports entre deux. Ça voudrait dire que dans ces cas-là, le GNT, peut-être ne serait plus quinté tel jour. Après, est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Moi, oui, peut-être le président de champ de course, c'est un peu moins. On est d'accord avec ça. On vous retrouve, Alexandre, dans une dizaine de minutes avec les pronostics du trot que nous ferons ensemble. On a une belle réunion sur les ports de Vincennes. Merci Fabien. Julien, vous restez avec moi. Un mot sur l'activité économique. Il y a du mieux cette semaine. Vous savez pourquoi? Parce que l'année dernière, on a eu une journée de grève, on n'a pas eu d'enjeu. Donc finalement, je vais vous donner le bilan à date annuelle. On est à -4, on était à -4,1, -4,2 la semaine dernière, -4 l'année dernière. La semaine dernière, on était à -300 millions. Là, on est à -298 millions, justement parce qu'il y a une journée où on a joué en 2025 qu'on n'avait pas joué en 2024. Ça va mieux d'un point de vue strictement comptable d'une année sur l'autre, mais le mois de novembre est catastrophique. Toujours pas de directeur général au PMU, toujours pas de président directeur général pour prendre la place de celui qui est intérimaire, à savoir Joël Séché, président du conseil d'administration non exécutif du PMU. Mais on parle, il y a un bruit dans les courses comme ça qui n'est pas confirmé par l'intéressé. C'est éventuellement la possibilité qu'Éric Woerth s'assied sur le siège de président, directeur général non exécutif du PMU. C'est quand même un boulot sympathique, puisque c'est un boulot à 360 000 ans, 30 000 par mois. Donc je pense que peu de gens cracheraient sur ça, mais il y a quand même des obstacles, parce que Éric Woerth est toujours député. Il faudrait sans doute qu'il abandonne son mandat, et il doit être ancien ministre, et on a un délai entre le moment où un ministre quitte ses fonctions et le moment où il peut retourner travailler dans le privé. On me dit que c'est 5 mois à vérifier. Bref, il y a quelques petits barrages administratif au fait qu'Éric Woerth devienne PDG du PMU. Et vous avez d'autres infos sur le PMU, Julien Philippon? Non, des petites choses qui vont dans le sens de tout ce qu'on se dit un peu toutes les semaines. Heureusement, il y a des gens qui suivent encore plus que moi ça. Vous aviez fait attention que quand le Super 4 a été séparé du trio Horde, du trio Horde que vous réclamiez sur le net, qu'on réclamait ici à corps et à cri. Voilà. Est-ce que vous savez où va l'argent quand il n'y a pas de gagnant? Pas chez moi. J'ai regardé mes comptes, c'est étal, ça ne bouge pas. Non, je ne sais pas. Et vous savez que c'est arrivé plusieurs fois cette semaine. Oui. Et quand il n'y a pas de gagnant, ça s'emporte dans le fameux fonds de réserve. D'accord. Ça veut dire que quand vous jouez une course générale au Super 4
sur le net, il y a généralement entre 6 000 et 10 000 de mémoire à peu près au Super 4. Donc maintenant qu'il est séparé du trio, ce qui arrive très souvent. Avant, c'était peut-être pas mieux. Quand il n'y avait pas de gagnant au Super 4, on le mettait sur le trio. L'argent restait quand même aux gens qui avaient joué dans cette course à l'instant T. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas de gagnant au Super 4, ce qui va arriver de plus en plus souvent, hop, on vous spolie. Non, c'est comme ça qu'on dit. On spolie, oui, exactement. C'est-à-dire que les parieurs qui ont joué dans cette course, pof, ça part dans le fond de réserve, et un jour, on vous dira, il y a une cagnotte de 3 000, de 5 000 au Super 4. C'est-à-dire que, vous allez me dire, au Big 5, par exemple, quand il n'y avait pas de gagnant les fois d'avant, on n'était pas ému de voir que la cagnotte partait le samedi suivant, mais c'était un rendez-vous. C'est-à-dire que le Big 5 est un rendez-vous 2 fois par semaine. Ça s'entend. Est-ce que ça vous paraît logique, vous trouvez pas ça scandaleux que quand vous jouiez un Super 4 de la 7e à Lyon ce soir, pof, s'il n'y a pas de gagnant, qu'on va amener dans un fond de caisse qu'on remettra un jour, mais on vous dit pas quand. Comment on vérifie tout ça? Enfin, c'est scandaleux, vous, que quand il n'y a pas de gagnant, on vous rembourse pas, on prend l'argent. Je pense que chez les alternatifs, on rembourse quand il n'y a pas de gagnant en Super 4, quand il y en a 3 qui finissent à l'arrivée. Quand vous avez... c'est-à-dire que quand on était sur les trios, sur les hippodromes et tout, quand il n'y avait pas de gagnant au tri. Ah bon, tout le monde est remboursé en PMH, tout le monde est remboursé. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est horrible quand même de se faire prendre 6 000 balles qui disparaissent d'un coup quand il n'y a pas de gagnant. Alors, vous me parlez du cagnotte, parce que j'ai jamais vu un Super 4 cagnoté. J'ai vu des Super 4 boostés, mais jamais cagnotés. Alors qu'on sait que les boosts sur les différents jeux, qu'il s'agisse d'écarter, ceci, cela, ça fait l'objet d'un prélèvement supplémentaire. Voilà. Là, vous regardez la 5e ou 6e course, le 2400 mètres de 3 ans du Croisé-la-Roche lundi soir, pas de gagnant, pof, l'argent est parti. Alors moi, j'avais pas capté. Et il revient quand? Vous avez fait ça. Il revient quand? Et je veux dire que l'argent part. Il va dans le fond de réserve qui un jour servira à faire un booster, mais on vous dit pas quand. Peut-être ça peut être demain, vous allez voir. Donc là encore, on demande un peu plus de transparence pour le savoir. Et pourquoi pas le mettre sur le... Mais ce que je veux dire, c'est quand vous jouiez une course où vous touchez, où il y a un gagnant et il partage votre argent, dans ce cas-là, il faut rembourser quand il n'y a pas de gagnant. Mais on ne peut pas vous prendre votre pognon pour le remettre un jour. Je suis d'accord avec vous. Quoi d'autre, Julien? Sur les GPI. Oui. Ah, les GPI. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, mais je sais pas si c'est une bonne piste, mais il y a quelqu'un parce que je suis candide moi parfois, je trouve qu'il y a une opposition terrible quand vous parlez des GPI, notamment au galop, qui ont l'air accrochés comme vraiment ils prennent mal quand vous leur dites faut supprimer les GPI et les parieurs aujourd'hui n'en veulent plus, c'est quelque chose qui crispe les masses et tout. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, mais il m'a dit, mais tu sais la différence qu'il y a d'enjeu des GPI entre le trot et le galop? Ah ben, je pense qu'on joue plus au galop qu'au trot. Énormément plus. Bien sûr. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le galop est assis sur le coffre-fort en disant il faut absolument que les GPI perdurent et restent. Parce que, en fait, ce qu'ils ont peur, à mon sens, c'est peut-être que de la divagation, ce que je vous dis, c'est pure spéculation. Mais en fait, ce que le galop, à mon sens, a peur, c'est que si demain, on décide de retirer les GPI, on soit peut-être à 55-45 sur le... que le trot dise, on va prendre 55% du fruit des enjeux. Alors, j'allais au maître de vous en parler. Il y a une réunion d'importance cette semaine qui a réuni messieurs Woerth, Barjon et Saint-Seine. Donc, la personnalité politique qui est chargée du plan PMU 2030, le président du trot et celui du galop. On est arrivé a priori à un accord sur différents sujets, dont celui du 50-50 qui devrait être avalisé lors du prochain conseil d'administration du trot qui aura lieu le 13 novembre prochain. Le 13 novembre, si je ne m'abuse, c'est jeudi prochain. On vous en parlera dans Radio Balance de la semaine prochaine. C'est peut-être une bonne nouvelle. En tout cas, c'est à ce prix-là, on peut pas. Si c'est une considération qui rentre dans la balance et qu'on continue de garder les GPI pour garder un certain équilibre entre les enjeux trop galop et qu'on perd des parieurs jour après jour, c'est une vraie bêtise. Enfin, franchement, c'est une vraie bêtise. Exactement. Et voilà qui est dit. Les GPI. Parce que je pense que Monsieur Woerth, je pense que GPI, c'est le mot qu'il a le plus entendu de tous les gens qu'il a consultés. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui au moins du côté parieur, qui lui a pas dit qu'une des choses qui avait le plus blessé les parieurs dans ces 10 dernières années et freiné l'enjeu, ce n'est pas les GPI. Mais ce qu'il y a de franchement révoltant, c'est que j'ai été interpellé par un parieur, c'était il y a une dizaine de jours, lorsqu'on a parlé des GPI, notamment avec Philippe Faucampré, par un propriétaire sur les forums d'Auteuil, mais il me dit, mais ce que vous racontez là, c'est un scandale.
c'est un scandale absolu, le coût des GPI. Mais je dis oui, et alors qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, je ne sais pas, mais c'est un scandale, il faut remédier à ça. Le problème, c'est que dans Radio Balance, et Julien en était, lorsqu'on était encore chez Miguel Blancpain, rue des Grands Augustins, on parlait déjà, sans savoir, on voyait qu'il y avait un souci avec les cotes qui étaient absolument détraquées, avec des chevaux dont la cote fondait de 5, 6, 7 points dans les dernières secondes précédant le départ, à tel point qu'on avait imaginé qu'il y avait des gens qui jouaient après la course, il faut le savoir, et que de ce jour-là, on n'a jamais eu une information sincère, authentique, vérifiable de ceux qui vivent de ce système. Je parle du PMU, à part nous dire ça rapporte 80 millions d'euros à la filière, certes, mais combien ça coûte? Parce que pour gagner 80 euros, imaginez tous les parieurs qu'on a laissés sur le bord de la route, qui ont abandonné. Mais surtout, combien ça coûte en joués. Perception? C'est comme notre début du sujet, les quintés qui payaient plus du tout. Ouais. Sur le coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu, mais c'est-à-dire que petit à petit, on élague et on perd. Enfin, franchement, si les GPI avaient été une bonne idée, les enjeux seraient restés et les GPI seraient additionnés. Aujourd'hui, les enjeux plus les GPI dévissent à hauteur de quasiment 5% par an. Il n'y a pas besoin de plus pour considérer que c'est une mauvaise idée. Si les GPI étaient la solution à tous les problèmes, on ne les aurait pas mis en dehors en Suède. Certains alternatifs que l'on connaît bien en France ne les auraient pas boutés hors de leur Mars. Tout le monde courait après les GPI. Non, les GPI, il faut bien reconnaître que personne n'en veut, sauf nous. Mais encore une fois, ça montre à quel point, le parieur, unique source quasi de revenus pour la filière, n'est pas mis au centre. On ne le prend pas comme la personne à chouchouter qu'il faut absolument mettre au centre de la satisfaction à lui apporter. Même si dans le principe, on sait bien que c'est un mutuel et qu'il y aura plus de perdants que de gagnants. Mais il faut lui enlever, pour le coup, Cyril Linette a vu un excellent mot quand il parlait des irritants. Et là, c'est plus devenu un irritant, c'est devenu un repoussoir. Un urticant. Ouais, c'est devenu un repoussoir. Exactement. Super, merci Julien Philippon. On vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle rubrique. On en parlera sur les réseaux sociaux cette semaine. Merci Julien. Bonne soirée. On salue Fabien Caillé qui était avec nous. Gilles, vous restez pour les pronostics du trot, on est bien d'accord? Je reste. Allez. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Là, j'y arriverai pas. Allez, si, je vais y arriver bien sûr. Avec nous, Alexandre de Coupindre. Bonjour Alex. Ouais, pour une réunion assez domestique sur les pommes de Vincennes, avec une course de groupe, je crois. Et on a un Z5 qui n'a réuni que 13 partants. Un super top 5 qui n'a réuni que 13 partants et 12 finalement parce que Ivanov a autant de chance que moi. Les jambes attachées sur la grande piste de Vincennes, plus un cheval de trop monté qui reste ferré. Alors, on a deux problèmes dans la course. Moi, j'ai réglé les deux. Je ne les ai pas mis dans le pronostic. J'ai pris un risque. Je n'ai pas mis Hadès de Liton, qui me semble quand même beaucoup plus performant à droite qu'à gauche. Il l'a prouvé, le numéro 7, il va être très joué. Cheval, le champion d'Antonin André, 4e en dernier lieu sur l'hippodrome de Feur, l'étape du Grand National du Trot, qui vient de renouer avec la victoire. Et j'ai pas mis non plus Illusion Jipad, qui vient de rentrer sur l'hippodrome de Laval, et le numéro 10, et qui est associé cette fois non à Clarisse Lièvre, mais à Jean-Michel Bazir. 2 impasses calculées. Mon favori étant Iguane de Caponnet, que j'ai placé devant Ilaya, les deux Rimbaud, autrement dit Rimbaud l'entraîneur, pas le poète, vous l'imaginez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, mon cher Alexandre? Non. Non, voilà, on y va tout. alors. Mais après, des Liton, j'ai l'impression que personne ne l'aime, ce cheval-là, alors il fait que gagner. Il a fait, quand il courait la finale du Trophée Vert-Acran, le cheval est resté sur 7 ou 8 victoires et personne ne le voyait gagner. Non, je suis d'accord avec vous, le cheval est certainement moins fort à Vincennes que sur les pistes cordes à droite. Maintenant, il est tellement au sommet de son art depuis quelques temps, le cheval est arrivé à Grosbois. Je dis pas qu'il va gagner, je pense pas qu'il va gagner, mais je pense qu'il peut être 3, 4, 5. En tout cas, il a besoin de personne, il peut faire le travail. Donc non, j'y vois une chance. Et puis Illusion Jipad, elle retrouve JMB qui en tire quand même la quintessence. Donc après, c'est une jument un peu spéciale, mais si elle fait sa course, elle a le droit également de faire l'arrivée. Donc il va falloir, à mon avis, que vous serriez un peu les fesses. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une fois qu'on a viré Ivanov, il en reste 12, mais c'est 12 vraies chances parce que tout est possible. On n'a pas de chevaux qui font le tour. On a Habit de Soirée qui est un bon cheval avec Eric Raffin. Ça peut être un bon outsider. Il n'a pas été déféré des 4 pieds depuis 3 ans. Donc,
oui, ça peut être le petit coup marrant, je pense, de la course pour les places. Mon préféré, ça restera Indy Dark, le 11, qui est pour moi le cheval de classe du lot. Il redescend un peu de catégorie. Il a disputé le Charlie Mills, il courait vraiment bien. Il marchait 11-7 sur le parcours. Et j'ai pu lire que son entraîneur allait lui mettre les œillères descendantes pour la première fois. Donc si ça a l'effet escompté, je pense quand même que c'est le cheval de la course. Après, c'est vrai que c'est très ouvert pour les places. Japlou Turgot, qui était loin la dernière fois, qui a bien fini quand même, mais on préfère un peu piste plate. Iguane de Caponnet, numéro 4, donc qui est meilleur que jamais, et qui revient à Vincennes avec des ambitions. Lui aussi peut-être un peu meilleur sur les profils plats, mais il a déjà fait ses preuves à Vincennes. Donc Hadès de Liton, le numéro 7, qui à mon avis peut aller loin. Le 6 Habit Soirée, ça j'aime beaucoup. Le 10 Illusion J-Pad, qui peut faire un numéro à condition qu'elle soit au trot. Et le 12 Ilaya, qui effectue une petite rentrée maintenant. Je pense que la fraîcheur, c'est pas un problème pour elle. Je pense que c'est vraiment les chevaux qui se détachent au papier. Après, on peut rajouter pourquoi pas le 8 Ibisabella. Mais c'est vrai qu'avant le coup, il y a 10 chevaux qui sont susceptibles de faire l'arrivée de ce super top 5, malgré le fait d'avoir un plateau assez faible en partant. Et vous n'avez pas parlé d'Imberland? J'ai pas parlé d'Imberland, alors pourtant je l'adore. Oui. Mais je trouve qu'il a quand même beaucoup couru, il s'est beaucoup donné. Donc voilà, j'ai l'impression que la dernière fois, le cheval est resté un peu là. Donc peut-être un peu sur une pente descendante, mais pourtant c'est un cheval que j'adore, mais dans un champ réduit évidemment qu'il faut mettre Imberland. Vous n'avez pas parlé non plus, et c'est normal, d'Indigo de Fontaine, qui n'a rien fait de bon cette année, mais ça ne va pas durer aussi longtemps que les contributions, il faut l'espérer. On a du mal un peu à le cerner au trot attelé. Hollywood Dubois, bah là, on n'y comptait pas l'avant-dernière, il a fait l'arrivée, on y comptait la dernière fois, il n'a pas fait l'arrivée, on sait pas... C'est très malheureux, ça c'est mon gros regret. Franchement, j'ai pas eu la place, c'était lui ou Isabella. Voilà, et c'est mon gros regret parce que la dernière fois, il est très malheureux. Donc il peut tout à fait également faire l'arrivée. Donc voilà, peut-être prendre des bases et élargir un petit peu, mais il va falloir toucher l'ordre parce que oui, encore avoir peut-être des rapports pas trop intéressants. Bon, je vous ai pas entendu, Gilles Curin. Je suppose que vous êtes tout à fait d'accord avec ce que vient de nous dire Alexandre de Koopman. Exactement. Je suis d'accord avec vous aussi pour Iguane du Caponnet. Je pense que ça va être le gagnant. La course pour moi. Après, je pense aussi que vous avez pris un risque de. Il faut prendre des risques. Voilà, d'enlever Hadès de Liton. Ouais. Maintenant, il a tout résumé. Vous avez tout résumé. Ouais. Il y a 13 partants. Il y a 9 ou 10 chevaux qui peuvent faire l'arrivée du Quintet. La première, c'est le prix de Backville, départ à 13h23, ne soyez pas en retard. 11 pouliches âgées de 3 ans, c'est une belle course, Alexandre. Ouais, c'est une course très intéressante. J'ai beaucoup aimé la rentrée du 6 Macana Monnery après 3 mois d'absence. Elle a fait grosse impression en gain début juillet. Je trouve qu'elle est un peu plus sérieuse également que certaines de ses adversaires dans cette course, parce que le 8 Mayagiel et le 11 Mike Kalitipia sont des très bonnes pouliches, mais c'est pas la sécurité sociale. Donc ma préférence ira à Macana Monnery, le numéro 6. Donc le 8 et le 11, obligés de faire avec. Et j'ai bien aimé la fin de course du numéro 7, Malvina Madric, la dernière fois. Il a vu quelque chose, Gilles? C'est le prix de Backville. Backville, on salue nos amis. On salue Julien, on salue nos amis, le président. Moi, j'aime bien aussi le 8, Mayagiel. Devant le 5, Mayona Méloise. Et le 11, qui a une petite chance, Mike Qualité Pire. On descend d'un étage avec les mâles âgés de 3 ans n'ayant pas gagné 27 000. La bouteille à l'encre, c'est la deuxième course, Alexandre. Ouais, c'est plus compliqué, en effet, Dominique. Le 11 Magical, je pense qu'il a beaucoup de vitesse, qu'il va apprécier le parcours, mais il ne faut pas qu'il monte en pression, sinon il pourrait tirer. Les débuts à Vincennes du numéro 9, Maligno, étaient vraiment bien. C'était une reprise de contact en plus, donc je pense que c'est bien. Et le Bazir Mario Mascar, le 2, c'était super à Vichy, début juillet. Il a 2 courses de rentrée. C'est peut-être pas encore le jour J, mais il va falloir commencer à le surveiller. La troisième, vous avez vu quelque chose? Le Dubois, Eric Raffin, le 6, Mister Charm. Très bien. La troisième, c'est une course de 5 ans. On est au Trot-Monté sur la distance de 2700 mètres. Il y a un non partant numéro 5. Le problème, c'est que dans cette génération-là, c'est systématiquement tout et n'importe quoi. Là, un nom qui me saute aux yeux, c'est Killer Forlova qui revient au Trot-Monté. Après, je crois que c'est le coup marrant de la course. Moi, j'aime bien ça comme vous, Dominique. C'était la grosse note la dernière fois en gain au trot attelé. Derrière, il a marché dessus. C'est un cheval, on sait qu'il n'y a plus une grosse marge, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas vu la selle. Et ouais, c'est peut-être le jeu marrant de la course. Après, la jument de classe, c'est certainement Caviaz, qui est invaincu en 2 sorties sous la selle.
Elle a qu'une course de rentrée, c'était au trot attelé, donc est-ce qu'elle sera à 100%? Voilà, ça c'est la jument à suivre, mais le cheval à jouer, c'est peut-être ce qui leur fera. Vous avez vu quelque chose, Gilles? Le 3 Ketchup. Le 3 Ketchup, voilà, le prix d'Argentan, c'est le Super Top 5. La 5e, c'est le prix de Ranville, des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 76 000 à l'attelé. Et là, il y a du monde. Même réflexion, la génération, eh bien, elle fait afficher des cotes. Alexandre. Ouais. Alors, du coup, on se pose la question par rapport à notre débat de tout à l'heure. Est-ce que cette course-là aurait pu être support du Super Top 5? Voilà, là, on aurait eu des rapports. Là, on aurait eu. On a le nombre. On aura certainement des rapports plus conséquents. Ma préférée, ce sera le 16 Caroline des Temps, qui avait gagné contre les mâles début juin à Laval. Elle battait notamment un Kingsman Deol qu'on a vu gagner depuis au début du meeting d'hiver. Donc, voilà, 2 courses dans les jambes au papier. Je pense que c'est la jument de la course. Derrière le 13 Kuna Matata, qui avait trotté 13 sur ce parcours l'hiver dernier. Le 11 Kaya du Saptel qui tourne autour du pot. Et je me méfierais du 4 à Kalinka du Broglie qui est première fois léger devant. Il a bien parlé, je vais juste rajouter le 14, Kimiko du Doups. La 6e, le prix du Languedoc, c'est un top 5 avec le retour d'un cheval qui a, on va pas dire qu'il a explosé, parce qu'il a toujours été bon. Retour d'Ulysse Digéo, qu'on n'a pas revu depuis son échec radical, mais il avait des excuses à faire valoir, une piste pas top. C'était à Mons dans le Grand Prix de Wallonie. Et là, il y a du cheval, à commencer par un concurrent qui aligne les bâtons, c'est le numéro 3, Cobra Killer Gare avec Gabi Gelormini. Non, mais je trouve quand même qu'Ulysse Digéo a montré un niveau supérieur, j'ai envie de dire, à Cobra Killer Gare, qui certes aligne les victoires, mais je trouve quand même qu'il monte un peu de catégorie. Donc moi, je suis plus Ulysse Digéo. À Mons, il s'est retrouvé avec une roue déjantée, tout ça, faut pas le juger là-dessus. Donc ce sera mon préféré, Cobra évidemment, mais il faut voir quand même. Je trouve que il monte plusieurs marches d'un coup. Derrière, le 12 Hannibal Tuileries, qui a été préparé pour ça. Le 2, j'aime bien Jewel Candlefac. C'était bien la dernière fois. Là, elle est totalement déférée. Donc si elle a la bonne course, ça peut être marrant. Vous avez vu quelque chose, Gilles? On va rajouter Jasmine de Bayeul. Jasmine de Bayeul qui est plaqué des antérieurs. La 7e, le prix de Beauvais. Écoutez, là, on est 13. Et puis, c'est pas mal, des bonnes pouliches. Avec Love Me Again, le numéro 4, Jean-Michel Bazir. C'est la course visée, évidemment. C'était pas si mal que ça la dernière fois ferré. C'est son premier objectif du meeting. Après, il y en a une qui m'a vraiment emballé la dernière fois, c'est celle à Pierre Belloche, un Laszlo du Donjon, qui a fait une drôle de fin de course. Elle était dernière dans le tournant final. Elle est venue finir en boulet de canon à la 2e place. Je me dis que si elle est un peu plus près cette fois, elle pourrait pourquoi pas s'imposer. Derrière, en retrait, le 10 Lassie, qui marche sur l'eau depuis déjà pas mal de semaines. Lassie qui marche sur l'eau. C'était mes 3 chevaux. D'accord. Et les 3 du Turf d'ailleurs aussi. Les 3 de tout le monde, c'est magnifique. Le prix Atlantique, c'est le top 5 de la 8e. Avec peut-être Jean-Michel Bazir pour Charles Motier, avec une certaine Joy du Carnois. Elle a fait une année fantastique. Et c'est pas fini. Après, elle a un peu moins de référence à Vincennes, quand elle a juste une victoire en 4 sorties. Après, c'est vrai que quand elle est pieds nus, c'est aussi une drôle de jument. Je crois que c'est 5 victoires et une 2e place en 6 sorties. J'ai tenté le contre avec le 11 Jasmine Nevaux, qui est revenu au mieux et qui vaut un tel lot avant de retrouver les meilleurs au tronc monté. Donc j'ai mis Jasmine Nevaux devant Joy du Carnot. Après la 3e place, j'aime bien Idola, qui reste sur 2 victoires en étant déféré des 4 pieds, même si c'était au tronc monté, elle a de la qualité au trot attelé également. Et les incontournables, 7 Javadam-Nama et le 12 Joyce Delto. Il y a eu quelque chose, Gilles? Les mêmes. La dernière des 4 ans. Un joli lot d'ailleurs, le prix de Besançon, on est sur la distance classique, Alexandre. Je pense à un match à 3, le 11 Lord de l'eau, un cheval de classe, rentré qui était bon à Angers, le 10 Lutin de Roy qui a déjà battu Lord de l'eau, et le 8 Loverman qui était 2e de Lancier du Goutier au printemps. Donc il va falloir faire un choix entre ces 3-là. Et on rajoute le billet vert. Voilà. Il y a 3 réunions qui arrivent, le Croisé-la-Roche samedi, Châtelaillon-La Rochelle dimanche, ainsi que Lyon-Paris. Vous n'avez rien dans tout ça, Gilles? Moi j'ai un partant au Croisé-la-Roche dans la première, Indy d'Arche. On regarde. Il peut prendre une place. Non, il peut prendre une place à Bellecote. Super, voilà qui est dit. Et pour ces 3 réunions, on va laisser la parole à Alexandre de Koopman. Que vous en dites, Gilles?
Oui. Ah voilà, il a dit oui, super. Il a pas été dur Alex, à vous la parole. Et c'est Samy Boisa qui conclura la rubrique. Allez, on attaque. Donc le Croisé-la-Roche samedi, la première, j'ai rien mis. Donc la deuxième, le 12 Kotki, qu'il faut reprendre corne à gauche. Le 8 Kansas Keno qui est extra pieds nus. Derrière le 11 Keith Smith Simon. Le 9 Kentucky Wood. Dans la troisième course, j'ai encore fait confiance à l'écurie du Damier avec le 10 Lord de Loiron qui est seul à son poteau de départ. Mais c'est quand même le cheval de classe du lot. Déféré des 4 pieds, il peut rendre la distance victorieusement, notamment au 3 à l'Aillard de Naples. Un cheval que j'aime beaucoup. La rentrée était bonne. Il est déféré des postérieurs cette fois. Donc il peut pourquoi pas aller loin devant. Dans la quatrième course, j'ai beaucoup aimé en dernier lieu le 7 Millium Keno. C'était la note à Vincennes. Il n'a jamais pu passer. Il peut tout à fait remporter cette épreuve-là. Il faudra redouter le 10 Major du Biston qui était deuxième de la bonne Marabeste lors de sa dernière sortie ici même. Et le 12 Machiavel de Busset. À mon avis, c'est un peu le troisième larron. La sixième course, elle est ouverte, mais j'aime bien quand même le 15 Jasmine du Roi, confiée à Franck Ouvry. Elle est déférée devant cette fois. Ça peut être un pari plutôt sympathique. Et dans la course, montée de la septième, le 13 Crunch de Liton qui redescend de catégorie, il s'entend à merveille avec Paul Ploquin. Et le 12 Jaya Duquesne qui est proche d'un succès en ce moment. Ça, c'est pour samedi. Ensuite, on a dimanche, La Rochelle. J'ai passé les deux premières qui sont pas simples. On se retrouve à la troisième course, le 13 Lovina Perrine, un jument de classe qui peut rendre la distance victorieusement dans ce lot-là. Le 9 Louange Castellet qui a été longtemps absente. Elle a fait une rentrée correcte à un quart de mai. Cette fois-ci, on est allégé. On a fait appel à Eric Raffin, ça sent plutôt bon. En tête, j'aime bien le 5 Le Bois Josselin qui peut, pourquoi pas, les emmener loin. Dans la quatrième course, le 7 Jingle Delo, un cheval qui donnait de grosses promesses en début de carrière au trot attelé. Il vient de refaire surface sous la selle. Je pense qu'il peut rattraper le temps perdu dans cette spécialité. Le 2 King Kao qui va jouer crânement sa chance devant. Le 8 Indigo Beach qui retrouve Eric Raffin avec qui il s'entend bien et qui mérite un certain crédit. La cinquième, le 7 Malicia Bella, la fille de Talicia Bella qui constitue vraiment l'attraction de cette course-là et peut-être même de cette réunion. Elle est invaincue en 3 courses. Elle a fait belle impression à chaque fois. Il faudra quand même battre le 6 Mighty Josselin. C'est également un cheval prometteur. Il n'a pas été revu depuis sa victoire du 23 septembre en Anguin. Mais nul doute qu'on a dû quand même affûter pour ça. Et le troisième larron, ce sera le 4 Must du Bélé. 2 sorties avec Eric Raffin, une victoire et une troisième place. La sixième course, on va racheter le 14 Queen's Pride qui avait perdu sa victoire sur tapis vert au croisé pour une faute en début de parcours, mais elle s'était imposée vraiment avec de la marche ce jour-là, donc je pense qu'elle peut se venger dans cette épreuve. Pour ça, il faudra aller chercher le 7 Kendall qui a été préparé avec soin pour cet objectif. Dans la septième course, le 13 Histoire du Lupin qui a repris un moral d'enfer en amateur. Elle n'a pas été plaquée depuis plus de 3 ans. Donc ça me plaît bien. Le 2 Hello de Loiron qui est revenu au mieux. Le 10 Invincible Bourbon qui aligne les bons résultats depuis plusieurs mois. J'aurais un partant dans cette course-là, le 5 Arfand des Granges, qui peut se placer, un cheval qui on avait laissé un peu en vacances. Il a une course de rentrée, il a repris de la fraîcheur. C'est un cheval qui va vite être aux avant-postes. Et il peut pourquoi pas conserver une place. La 8e, c'est un grand prix très intéressant dans lequel on retrouve le 11 Inno du Lupin qui a terminé deuxième de Joshua Tree dans le prix des Cévennes. Il devra rendre 50 mètres. Et je trouve que c'est pas facile de les rendre à la bonne Jolie Doll, le numéro 1. C'est vraiment une top jument. Elle est allégée pour l'occasion. En tête, elle peut vraiment faire un numéro. Donc voilà, j'ai tenté l'As Jolie Doll devant le 11 Inno du Lupin. Et le 3 Idéal de Castel qui rattrape le temps perdu. On a également une réunion de dimanche. C'est à Mokanchi. Mokanchi, la première, le 2 Kamikaze Drag qui vient de s'imposer en patron sur les 2007 du croisé. Il trottait 13-4. Il est bien garé au couloir 2. Je pense qu'il peut répéter. J'aime bien également le 3 Caroline de Malac qui va apprécier le parcours des vitesses. Dans la deuxième là, c'est Loustic de Flamme. Il est invaincu en 2 sorties chez Pierre-Louis Deshonnettes. À battre le 7 Latino Bello qui est totalement déféré pour la deuxième fois de sa carrière. Le 309 Johnny Dupont qui est transformé depuis qu'il est déféré des 4 pieds. Je pense qu'il ne boxe pas dans sa catégorie. Malgré son numéro 9 en seconde ligne, il devrait poursuivre sur sa lancée. La 4e course, le 5 Lamia du Vivier, toujours invaincu en 4 sorties, qui a gagné avec de la marge à l'an. Elle monte un peu de catégorie, mais je pense qu'elle peut répéter. À battre le 4 Lucie Duriller, qui s'élance avec la confiance de son entourage, et le 3 Lady Bellève, qui va être bien à son affaire sur la vitesse. Dans la 5e course, le 11 Jaggerman,
qui a fait un truc pour son retour au monté en gain et qui semble encore avoir une certaine marge de manœuvre. La 6e, elle est intéressante, réservée à la jeunesse. Le 9, Minotaur d'Alouette, qui est invaincu en 2 courses. C'est l'attraction de cette épreuve. Et la première fois, Gabi Gilormini à Sans-Sulky. J'ai beaucoup aimé la fin de course du 6, Moody Blues à Nantes, qui n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Dans la 7e, le 5, Crosskov de Guez, qui a fait impression à La Rochelle, qui va apprécier le profil de Mokanchi. Et je reprends la ligne avec le 6, c'est Calas Tépol. La 8e course, c'est une épreuve en amateur que j'ai trouvée trop compliquée. Voilà, messieurs. Merci, Alexandre. Eh ben de rien. Allez, à bientôt. Il faut rappeler juste pour nos éditeurs, s'ils veulent te suivre au quotidien, la page de Coupe Tuyau. Oui, tout à fait. Qui n'hésitent pas à venir faire une demande pour faire un essai sur la page. Et si ça les intéresse, ils pourront rester avec nous. Merci Alexandre. Tout de suite, nous allons retrouver les pronostics avec Cédric Philippe. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Les pronos du galop, c'est avec Cédric Philippe. Salut Cédric. Bonsoir très chers amis. Réunion donc du galop à Chantilly samedi, à Deauville avec le Super Top 5, ça sera dimanche, mais nous allons commencer avec Chantilly samedi, réunion 100% PSF. Cédric avec la première à 11h53. Le prix de 3-6 c'est une classe 2 pour des 2 ans, 1600 mètres. Que vois-tu dans cette classe 2? Bon, les chevaux du haut comme beaucoup de personnes. Bon, ça va être un beau super top 4 chez vous? Un top 4, oui. Top 4 ordre. Top 4 ordre, excusez-moi. Ça va être un beau top 4 ordre parce que les 5 plus petits numéros s'annonce très compétitif, c'est assez ouvert. Je suis pas sûr que le 5 soit une bonne favorite. Certes, elle a bien gagné l'autre jour, mais son manque relatif d'expérience et le changement de surface peut être problématique. Le 3, Kovikov, a très bien gagné dernièrement, mais là aussi, il a un changement de surface. Je suis curieux de voir le 2, Sorbeto, sur la fibrée, un cheval qui est dur, qui va être monté aux avant-postes, qui peut enrouler de loin et qui a besoin de personne. C'est quand même un atout important dans ce genre de contexte. J'aime bien les 2 chevaux du haut. J'aime bien le 2, Sorbeto et l'As Auto, auquel on en a adjoint le 3, Kovikov, le 5, Maintain, et le 4, la Maritza, qui doit courir bien fraîche, une pouliche assez légère physiquement, qui avait gagné avec brio en débutant et qui avait du mal à encaisser dans la foulée. En tout cas, ça vaut le coup de tourner au moins une fois les 4 premiers, oui. 1, 2, 3 et 5 peut-être, ou 1, 2, 3, 4 en top 4 ordre. La deuxième star réclamée avec, donc oui, alors sur 1600 mètres, oui, pour des 3 ans. Aventino le 2, et ça m'embarrasse de le voir finir dans un réclamé, mais c'est le 4 Sélénien. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? Bon, il y a 2 chevaux qui en valeur semblent un peu au-dessus, c'est le 5 Retiro et le 4 Sélénien. Et Retiro, c'est en plein son sport, c'est un cheval qui apprécie le bon terrain. Et là, la fibrée, je vois pas Jean-Bernard Ekem faire un voyage en région parisienne à des fins touristiques. Sélénien, l'autre jour, je trouve qu'il en manquait un peu de mordant pour finir. Je m'entendais beaucoup mieux dernièrement sur cette même piste. Il a manqué un peu de gourmandise dans la phase finale. Donc je dirais 5-2-4. Le 5 Retiro, le 2 Aventino et le 4 Sélénien. La troisième, c'est un Méden pour des 2 ans, mais pour des poulains et des hongres de 2 ans. Est-ce que la ligne du 2 Sirat et du 4 Mijas, est-ce que c'est cette ligne-là qui sera en priorité pour toi? Ouais, Sirat, très bien débuté. Le deuxième coup, c'était décevant, mais né au vent, 5 clous de mémoire. Le troisième coup, Sirat a couru dans un très bon lot. Était remarquable 6e face à une opposition qui n'a rien à voir avec celle-ci. Oui, je suis d'accord avec toi, 4 et 6, ça me paraît évident. Et je reprendrai pour un jeu combiné le 3 Nadir, qui était parti couru à Saint-Cloud et qui a vraiment calé pour finir. Mais je me garderai de le condamner nativement. C'est un poulain qui était vraiment l'objet de bruit très favorable. Oui, c'est vrai que c'était le gros bruit et peut-être le terrain l'a pas arrangé ce jour-là. Derrière, il y a d'autres pour des outsiders pour être 3e, 4e, pour ceux qui veulent jouer en top 4 ou des trios. Je suis curieux de voir, alors Battle Drum, le numéro 9, pour le moment, n'a pas montré grand-chose 2 fois 4e, mais par Warfront, première fois PSF, ça peut être pas mal. Et Houblon, numéro 11 également, qui est la mère et par Warfront, donc côté PSF, peut-être ça peut donner le petit plus. Bien sûr. La 4e, c'est un handicap divisé sur 1400 mètres. C'est la 2e épreuve, il me semble, ou peut-être la 3e. J'ai tout de suite vu Empirique en bas de tableau, le numéro 16, qui a très bien couru la dernière fois.
Ouais, tu fais dans les petits jeunes, hein. C'est la gériatrie, il a 12 ans, non, c'est ça? Ah oui, mais c'était super, 12 ans. Empirique, ouais, pourquoi pas. Je préfère des chevaux quand même avec des valeurs un peu supérieures. Le 7 Kameta est une excellente finisseuse, il faut vraiment que ça se passe bien. Le numéro 13 dans les boîtes n'est pas un problème, bien au contraire, parce que vraiment elle aura ses aises dans la phase finale. Maintenant, est-ce qu'on aura le temps de revenir? Ça reste à voir. Sur cette fibrée, c'est pas non plus toujours très facile de revenir de l'arrière-garde, mais j'aime beaucoup en valeur le 7 Kameta et le 4 Cabeza qui n'a pas eu un bon déroulement de course dernièrement et qui peut tout à fait se réhabiliter. Cabeza numéro 4. J'aime bien 7 et 4. Et derrière, il y a Intuition qui fait un peu toutes ses courses, le numéro 10. Voilà, Crack City qui était beaucoup trop loin la dernière fois. Le numéro 13, c'est l'autre Bernard. Voilà. La cinquième, c'est le Méden, mais pour les pouliches cette fois-ci de 2 ans, toujours sur 1600 mètres PSF. Quelle est ta priorité tout simplement? Mon abonnement, c'est le 800 Gomard. J'en attendais beaucoup mieux dernièrement au Mans. Précédemment, c'était bien. C'est une pouliche estimée. Le handicapeur est plutôt gentil avec elle. Du moins, il se fonde sur sa dernière course. C'est pas sa meilleure. Elle est en 36,5. Alors, si elle gagne pas là, elle gagnera un handicap prochainement. Je pense qu'en 36,5, elle est bien prise. Maintenant, elle a le droit de gagner un Méden comme celui-ci, parce que c'est quand même pas le Méden de l'année. Et 700 Gomard, si on accepte sa dernière sortie, a quand même des lignes favorables. Maintenant, on peut très bien être battu par une édite talentueuse comme le 10 ou le 12, mais je n'ai pas d'écho à leur sujet. Et je rajouterais le 2 Alma Amateur qui est un peu le même profil. Alors 38,5, ça me paraît quand même fort, mais c'est bien. Pour moi, son début de carrière est correct. La sixième, c'est handicap divisé, donc c'est la deuxième épreuve cette fois-ci sur 1400 mètres PSF. Le 12 Eurodion avait été très bon dernièrement. Je suis sur ce qu'il vient de faire ce jour-là. Il paraît incontournable ou presque. J'aime beaucoup ce cheval-là et il aura ma préférence ici. Maintenant, il faut se méfier aussi évidemment du numéro 2, Yenisei, qui dépend de l'entraînement Gouvazé, particulièrement redoutable. La septième, c'est un Méden sur 1900 mètres PSM pour des 3 ans cette fois-ci. Assez ouvert, je trouve, Cédric. Oui. Bah, c'est assez ouvert, oui. C'est un lot assez médiocre, on peut le dire. Le 11 Orangerie a un numéro exécrable dans les boîtes, mais c'est une pouliche qui a quand même montré des jolies choses. Et si elle n'avait pas ce numéro, elle serait une logique favorite. Maintenant, avec un parcours relativement favorable, si Malone Fabreau arrive à en tirer la quintessence, elle est pour moi celle qui offre le plus de garanties. Maintenant, c'est vraiment pas le lot de l'année. Ah oui, ça je suis assez d'accord. Derrière, il y a Libyan Knight, le numéro 1, qui sera une bonne chance. Il y a le Grand Chelem numéro 5. Et pourquoi pas revoir, parce que les bottis PSF, moi, j'aime bien. Donc le 12 Flandrine. Encore de 15 aussi, ça, c'est pas facile. La huitième, c'est la dernière, c'est la première épreuve de ce handicap divisé 1400 mètres. Est-ce que, alors, je vois Sky Brochard à 65 kg, le numéro 1, Cédric? Oui, il est intrinsèquement déclassé. Maintenant, il faut que ça se passe bien, mais c'est un cheval qui a quand même eu d'autres ambitions et qui, face à une telle opposition, paraît un peu au-dessus du lot. Moi, j'aime bien le 10 Foot, qui est en pleine forme, qui est un bon finisseur. Là encore, il faut voir si demain on peut refaire, si samedi on peut refaire du terrain dans la phase finale. Mais c'était le cas. Foot semble très compétitif. Moi, j'aime bien le numéro 4, Talentuoso, qui reste une bonne 4e place. Voilà pour Chantilly. Samedi, le Super Top 5, c'est à Saint-Cloud, c'est dimanche, avec une belle réunion, on va dire, la dernière listette de l'année. Terrain qui est jugé à 4-2 collant, qui date de ce matin, justement, à 9h. J'ai pas vérifié la météo, Cédric, je sais pas s'ils annoncent de la pluie ou pas un peu de pluie, ouais. Un peu de pluie. On va être sur un terrain collant à minima, oui. Très bien. Donc le Super Top 5, c'est la cinquième, parce que ça commence tôt, 12h30 la première. La cinquième à 15h15, la classe 2 pour des 3 ans et plus, 1600 mètres, handicap divisé. Olympique Message, c'est pareil, une très bonne base, le numéro 1. Oui, je oppose le 7 Salala, qui ne rate pas une course ou presque. C'est vraiment une pouliche admirable. Quand on a donné ces deux évidences-là, qu'est-ce qu'on peut adjoindre? Est-ce qu'on peut, par exemple, essayer de spéculer avec le 14 Rooftop, qui est un vrai cheval de terrain lourd, qui vaut mieux que l'indice les plus récentes sorties. Peut-être l'outsider amusant, le 14 Rooftop, si la piste est pénible. C'est le cheval qui peut apporter du piment au rapport. Le 9 Acto affronte certes ses aînés, mais c'est un cheval qui est vraiment très compétitif à ce niveau.
Et j'aime bien la forme à cette période de l'année. Voilà pourquoi le 10, Joe Spirit, peut, malgré la pénalisation encourue pour sa dernière victoire, repousser ses limites en la circonstance. Le numéro 10, Joe Spirit, auquel on peut adjoindre pêle-mêle le 6, Félix Ozorm notamment, voire le 3, Divine Enroule. Et les Pierre Sigaud, terrain très souple, lourd, il n'y a pas de... Ça va, hein, chaque fois tous ces chevaux vont dans le lourd. Il y a le 12, Malawiska, qui a été supplémenté, qui avait couru dans le quintet, c'était à Chantilly, avec Acto justement. Donc voilà, à garder également. Voilà pour le Super Top 5 de dimanche à Saint-Cloud. Les deux premières sont des courses inédites. Est-ce qu'il y a des choses à dire, Cédric? Il faut aller sur l'hippodrome, il faut regarder, écouter et se faire son idée. En la circonstance, je n'ai pas d'écho. Je vois que Jean Cosséroul est chez André Fabre maintenant dans la première, avec le numéro 7. La troisième, donc, c'est une listette sur 1400 mètres pour des 2 ans. Est-ce que tu vas chez les Britanniques ou tu restes en France? C'est très nébuleux. Objectivement, c'est très nébuleux. Objectivement, c'est vraiment très compliqué. Je reprendrai. Moi, j'avais beaucoup aimé la course de début d'Imperial numéro 5. J'avais vu un vrai bon poulain. L'autre jour, ça s'est pas couru à son avantage et je me garderai de le condamner hâtivement. La présence des chevaux anglais va peut-être donner du rythme à la course qui ne devrait pas le déranger. Et c'est le genre de poulain qui peut apporter de la cote dans l'arrivée d'une telle épreuve. Je m'amuserai, je spéculerai avec le 5 à Imperior. Voilà, ce sera mon relatif préféré parmi les Français, parce que j'ai un peu de mal à cerner l'opposition britannique. Ça vient vraiment un peu sur tous les fronts, et j'ai du mal à distinguer le bon grain d'ivraie. Oui, en plus il connaît bien, il a gagné pour ses débuts à Saint-Cloud, Imperior. Derrière, pour les Anglais, j'avais noté bien sûr le 7 Major Nate Sayer. Pour l'entraînement, George Scott qui aime bien la France cette année, il se déplace tout le temps maintenant avec le 7. Et alors le 11 Quiescent, l'entraînement Algéanie, nous avons déjà parlé de cet entraînement il n'y a pas longtemps, qui, chaque fois qu'il se déplace en France, est quand même souvent à l'arrivée, et qui vient de bien gagner 2 fois, qui a l'air d'être en progression. Et Gazi, moi je l'attendrais de voir sur le plus long, le numéro 1, Gazi. La quatrième, c'est une listed encore sur 1600 mètres, mais pour des 3 ans et plus cette fois-ci. Elle semble ouverte, non, pour le moment pour la gagne. Oui. Comme toutes les courses de la Réunion. J'aime bien le 3 Narquez et le 8 Ciaran, qui a certes été battu dernièrement, mais Nantes, ça reste quand même un hipporome singulier, donc j'aime bien ce cheval-là. Maintenant, j'ai rien contre le 2 Un Instant, qui vraiment s'est retrouvé ces dernières semaines, qui est un vrai gaucher, un vrai cheval de terrain souple. Lui, il a 10 dans les boîtes, mais c'est un cheval qui va sûrement venir côté corde, parce qu'il est quand même très gaucher. Voilà, c'est une jolie course. Une jolie course très ouverte, comme toute la Réunion, comme vous l'avez dit précédemment. Oui, parce qu'après, il y a Norwalk Havoc, le numéro 1, qui est pour l'entraînement de Jessica Harrington, qui fait le déplacement, qui va devant d'ailleurs. Donc ça peut, avec Shane Foley, ça peut l'aider. Il peut avoir du rythme. J'ai parlé encore de l'entraînement à Jahani, mais le 6 avec Christophe Soumillon, qui est un beau grisou, qui va apprécier si le terrain sont souples, qui est sur une bonne 2e place. Et Silius en bas, alors c'est vrai qu'il a été superbe en début d'année, ce Silius. Il vient 3e, c'était à Deauville, dans une ligne qui est plutôt pas mal maintenant. Oui, tout à fait. Avec Salan, justement, voilà. Cherchez son nom. La 5e, c'est le Super Top 5, nous en avons parlé. La 6e, c'est une autre listed pour des juments de 3 ans et plus sur 1600 mètres. Est-ce que Mooncloud, qui maintenant a une course dans les jambes, le numéro 16, est ta favorite? Oui, c'est une très belle chance. Maintenant, là encore, c'est particulièrement ouvert. Oui, mais je te dirais. Oui, mais parce que j'ai rien contre le Disneyna, par exemple, qui est une vraie bonne jument, et Laura Personne est vraiment une vraie spécialiste de Saint-Cloud. On remarquera qu'elle a une très belle réussite avec la jument qu'elle connaît sur le bout des doigts, qui a encore gagné groupe 3 l'autre jour à Saint-Cloud,
et qui devrait là aussi avoir un bon parcours, parce qu'elle a le 2 dans les boîtes, donc elle devrait rester en dedans. Il faudra voir à ce moment de la réunion si les numéros en dedans sont avantageux ou pas, puisque est-ce qu'on va se décaler au fil de la réunion à cause du terrain. Il faudra vraiment être opportuniste et prendre les bonnes options. Mais c'est vrai que la piste va être évidemment va se détériorer au fil des passages. Il faudra prendre des options judicieuses, mais c'est une course très très ouverte. Et la fraîcheur relative sera aussi un atout conséquent. C'est-à-dire que on arrive en fin d'année, il faudra vraiment voir l'état physique des chevaux, se faire son idée. Donc là, c'est vraiment super important de bien regarder, être aux courses ou bien regarder à la télévision derrière les boîtes un peu l'état physique des chevaux. Et c'est vrai qu'à cette période un peu charnière de la saison, la forme prime souvent. Et les Britanniques, je sais vraiment pas quoi en penser. Il y a le 17 Seren Star avec Christophe Semillon, entraînement à Gas, qui est dur, va avancer, mais je sais pas trop quoi en penser. Il y a Maïva, le numéro 9, qui est en pleine progression, qui reste sur 2 victoires handicap, qui maintenant cherche du black type. C'est vrai que c'est assez ouvert. Chica des Ciudad fait toutes ses courses aussi dernièrement. Le numéro 2, passé pour l'entraînement de Paul de Chevigny. Là, ça c'est la 6e. La 7e, c'est une autre listette, la dernière listette du jour, le prix Solitude, sur 2000 mètres pour des pouliches de 3 ans. Avec l'âge, il y a quand même 2 bonnes bases avec le 10 Day of Grace, non, et avec l'As. Oui, bon, là c'est un peu l'anti-école parce que elle rend du poids à la course. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est celle qui a les meilleurs titres et qui a priori s'annonce très compétitive. Mais je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup le 10 Day of Grace qui arrive avec un moral de lauréate et qui a une fraîcheur relative. Tous ses succès sont vraiment très convaincants. Elle franchit un à un les paliers. Et oui, je suis d'accord avec toi. Ça me paraît très bien le 10, l'As, le 11 Anakova. Maintenant, voilà, là encore, c'est pas non plus particulièrement évident. Mais c'est vrai que ces trois candidatures-là paraissent les plus recommandables a priori. Pour la Super Kazakh, le numéro 10 de Sunderland Holding. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus en France. Toujours plaisir de voir. Est-ce que Jean Lesbord sera là, voilà. Et Narkala qui est rallongé, numéro 3, qui avait gagné très facile à Saint-Cloud pour la Kazakh à Caen et qui est rallongé cette fois-ci, passe sur 2000 mètres. La 8e, c'est la 2e épreuve du handicap divisé. C'est la dernière sur 1600 mètres, donc toujours pour des 3 ans et plus. Là, Crowdfunding a sur un succès vraiment très convaincant sur ce parcours-là. Son entourage a préféré cet engagement dans son programme. Ça me paraît une suite logique. Il s'annonce logiquement compétitif. Le 11, c'est Saint-Elvira, était très chuchoté dernièrement. Et le terrain pénible va jouer en sa faveur. Elle n'a pas beaucoup couru cette année. Et pour moi, c'est vraiment une vraie opposante. J'aime beaucoup le 11 Saint-Elvira et j'aime beaucoup aussi le 15 Jacoboy, qui est un vrai cheval d'arrière-saison, un spécialiste de Saint-Cloud et qui me s'annonce très compétitif, comme d'ailleurs le 16 Manarola. Là, on parlait de Pierre Sigaud dans le Quintet. Il peut aussi très bien faire dans cette épreuve avec le 16 Manarola. Voilà mes 4 préférés. Il peut avoir du rythme parce que Laurent, le numéro 8, va aller devant, même s'il a le corps de 16. Voilà, derrière, il y a Barry le 6, si vous voyez le Manarola, le numéro 16. Et Michigan Fire, alors j'ai pas eu le temps de me refaire sa course la dernière fois, il avait fait une bonne rentrée 2e. Ensuite, il avait corps de 16, alors je me rappelle plus si c'était bien, mais me méfier quand même de ce numéro 2, Michigan Fire. Voilà pour Saint-Cloud dimanche. Merci Cédric. Oui, pour information, j'aurai Antonio Rani qui aura 8 montes demain à Lyon-la-Soie. Ouais. Si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Bien sûr. On peut en parler, bien sûr. À Lyon-la-Soie, c'est samedi. Pour rappel, je suis l'agent d'Antonio Rani et Manon Germain. Manon Germain est aussi à Lyon-la-Soie. Première course dans laquelle nous avons Manon Germain qui monte le 9 Majouba, qui a une chance d'outsider. Antonio Rani monte 13 Diac qui reste sur un très probant succès. La ligne est bonne. Et c'est un pari, selon moi, très amusant, le 13 Dia, face au 10 Imperator qui s'annonce comme un logique favori. Deuxième course dans laquelle nous avons Antonio Rani qui monte le 4 Carti Mandoua, qui reste sur un probant succès, qui, malgré la pénalisation, devrait, selon moi, jouer un rôle très actif. Manon Germain monte le 5 Timbalina, qui apprécie beaucoup cette piste-là et qui peut, pourquoi pas, surprendre à jolie cote. L'opposition sera menée notamment par le 7 Lio de la Plata ou le 10
Exit. Voilà, troisième course dans laquelle Antonio Rani monte le 3 Shamsabad, qui dernièrement, très récemment, a été discret à Marseille-Vivo, mais je me garderai de le condamner activement. C'est un vieux serviteur qui, face à une telle opposition, dispose d'une bonne chance. J'ai eu la chance d'échanger avec Dominique Chenu, qui m'a dit beaucoup de bien du numéro 1 d'Orniesque, qui est un outsider amusant ici. Manon Germain montant le 8 Chamburi, qui n'est pas de tous les jours. Quatrième course dans laquelle Antonio Rani monte le 5 Bobby Murphy, un cheval qui retrouve des conditions de course favorables, un tracé qu'il affectionne et qui a été baissé en valeur. Avec le 3 dans les boîtes, il peut, selon moi, très bien courir ici. Du moins, un rachat de sa part a été espéré. Manon Germain montant le 11 Wheel of Chains, qui a déjà bien fait sur cette piste-là et pour lequel son entourage a préféré cet engagement. C'est là aussi un outsider très amusant. Quelles sont les priorités ici? Le 8 Novaken est en pleine forme et s'annonce très compétitif selon moi. C'est une opposition sérieuse comme l'est aussi l'As sous influence associée à la décharge de Coralie Paco. Nous avons ensuite la cinquième course dans laquelle Antonio Rani monte 12 Skadouche, qui court très correctement dernièrement, qui a un numéro correct dans les boîtes et qui peut très bien faire dans une épreuve comme celle-ci, une course très ouverte par nature, mais pas non plus un très grand lot. Voilà pourquoi c'est une chance logique face au 6 Cogolin, qui sera à juste titre le favori de la course. Sixième course dans laquelle Antonio Rani monte le numéro 9 Raoul, qui fait une rentrée. Sur la foi de sa meilleur titre, c'est une bonne chance, mais je ne sais pas du tout en quelles conditions elle est, donc ça sera un peu à voir, mais a priori c'est une bonne chance. Le 8 Little Lady reste sur un succès dérisoire, associé déjà à Manon Germain. Elle va essayer de confirmer ici, mais l'opposition est nettement supérieure pour la circonstance. L'opposition sera menée par les numéros 5 White Shamrock et le 6 Aloysius. Septième course dans laquelle Antonio Rani monte le 4 Spark of Love. Il faudra battre principalement le numéro 5 Simply the Best. On conclut par la 8e et dernière course dans laquelle j'ai fait faire régime à Antonio Rani pour monter le 10 Space Quake à 53 kg. Un Space Quake qui me paraît très bien engagé ici et avec lequel on espère le meilleur. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour Lyon la Soie. Merci Cédric. C'était un plaisir. Bon, alors, un mot. D'abord, vous remercier à vous tous de nous écouter régulièrement chaque vendredi. On remercie notre partenaire Génibet, bien sûr. Et vous annoncez également que nous aurons un invité de marque vendredi prochain, Frédéric Landon, vice-président de France Gallo, président du conseil de l'obstacle, parce que la semaine prochaine, on a certes pour le trot le prix de Bretagne, la première qualif des Amériques Races, la première des 4B, et on a surtout les 48 heures de l'obstacle. D'ailleurs, j'ai pas trop saisi week-end à la montagne en mois de novembre pour vendre les 48 heures de l'obstacle. Encore un truc de technocrate. Voilà, je sais pas, c'est comme ça. Bon, bref, Frédéric Landon. Je pense, Dominique, que c'est l'idée de te dire on touche les sommets. Ouais. Donc, ils ont voulu jouer sur le fait que c'était les sommets de la discipline. Donc, d'accord. Voilà, c'était pour créer un peu une identité, une marque. C'est un peu être disruptif. Mais bon, mais c'est pas. On jugera à l'aune des résultats, comme d'habitude. C'est pas évident, hein, Cédric, on est bien d'accord. Non, mais du moins, ça ne nous parle pas naturellement. Maintenant, le fait qu'ils fassent éventuellement de la raclette, ce genre de choses comme ça, avec de la mondeuse, avec de la roussette, avec des produits locaux, ça pourrait faire sens. Pourquoi pas? On jugera sur pièce. On ira déguster la raclette sur les forums d'Auteuil le samedi et le dimanche, les 48 heures de l'obstacle. Ce sera dès vendredi soir en Radio Valence avec Frédéric Landon, vice-président de France Gallo, président du conseil de l'obstacle. Et on aura également, parce qu'il vient lors de chaque grand rendez-vous, l'un des plus grands agents de l'obstacle, à savoir Dylan Billot, qui viendra sans doute très bien accompagné comme chaque fois. Merci Cédric Philippe d'avoir participé à ce numéro de Radio Balance. On remercie, obligé de vous remercier, on est content de vous voir, Gilles Curins. Merci beaucoup Dominique. Voilà, et puis on remercie toujours tous ceux qui ont participé, notamment au débat sur les hémorragies rouges. On va commencer par Pauline Mingès qui nous a présenté Racely en tout début de programme. Ensuite, on remercie ceux qui ont débattu sur les émojis, Fabien Caillé, Alexandre de Koopman, Julien Philippon, vous, Gilles Curins, et puis vous, Cédric Philippe, qui avez participé au pronostic avec Samy Boisa, indétrônable réalisateur de Radio Balance. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.